C'était, il y a 30 ans, l'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin par un orthodoxe religieux juif. L'ancien général était devenu un soldat de la paix, mais le paiera de sa vie, tué par l'un des siens. Quelles conséquences aura eu ce meurtre politique en Israël sur l'espoir de paix qui planait encore à l'époque au Proche-Orient? Eh bien, nous allons en débattre avec nos trois invités présents maintenant sur ce plateau de Débat Doc. Ofer Brunstein est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Vous avez été conseiller d'Yitzhak Rabin et vous avez fait partie de la délégation israélienne à Washington pour ces fameux accords d'Oslo de 1993. Je précise tout de suite qu'un certain nombre de photos vont illustrer cette émission. Et une partie de ces photos, eh bien, c'est vous-même qui nous les avez transmises. Merci pour ça. Vous êtes aussi président et cofondateur du Forum international pour la paix. Et je citerai aussi La paix autrement. C'est un rapport que vous avez écrit et destiné à l'actuel chef de l'État, Emmanuel Macron, avec une première version que vous aviez écrite en 2021 pour un rapprochement israélo-palestinien, avec une remise à jour après, évidemment, les terribles attentats du 7 octobre 2023. Frédéric Ancel est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes géopolitologue, essayiste, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, professeur à Paris School Business et maître de conférences à Sciences Po Paris. Votre dernier livre s'intitule « La guerre mondiale n'aura pas lieu ». J'espère que vous avez raison, Frédéric Ancel. Jusqu'à présent, ça tient. Et c'est un ouvrage disponible et publié chez Odile Jacob. Et puis enfin avec nous, Alexandra Schwarzbrod, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, romancière, directrice adjointe de la rédaction du quotidien Libération. Vous étiez correspondante notamment à Jérusalem entre 2000 et 2003, justement pour le quotidien Libération. Le documentaire que nous avons vu ensemble date de maintenant 20 ans. Il avait été réalisé à l'occasion de la célébration des 10 ans de cet assassinat d'Yitzhak Rabin. Nous sommes maintenant 30 ans après cet assassinat. Ça a été parfaitement dit au tout début du film. C'est un juif qui assassine un juif. C'est un extrémiste juif religieux qui assassine le Premier ministre de son pays. Qu'est-ce que ça signifiait en 1995 dans la société israélienne, cet assassinat, fondamentalement? Pour moi, ça signifie deux choses. Tout d'abord, qu'un assassinat politique peut changer le cours de l'histoire. Je regrette, mais l'assassin de Rabin a gagné pour l'instant. Il a voulu qu'il n'y ait pas de paix, il n'y a pas de paix. Il a voulu détourner tout ce processus, il n'y a pas. Il a voulu que les pays arabes se désengagent d'Israël, c'est ce qui est passé. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça a démontré des fractures profondes dans la société israélienne. Je me permets de vous corriger, ce n'est pas un juif religieux orthodoxe qui a tué Rabin. Au contraire, à l'époque, et c'est grâce à eux d'ailleurs, que les juifs orthodoxes séfarades faisaient partie de la coalition de Rabin. Ce qui était déjà inédit dans la politique israélienne, puisqu'il y avait l'extrême gauche de Meretz, il y avait les religieux, qui en général ne sont pas dans les mêmes coalitions. Et c'est grâce à Chass et au rabbin Ovadia Yosef que la Knesset et le gouvernement avaient voté les accords d'Oslo. Celui qui a assassiné de Rabin, c'est un juif religieux nationaliste. Les juifs religieux orthodoxes ne sont pas nationalistes. Et ce qui, moi, me chagrine, mais plus que me chagrine, m'inquiète énormément, c'est que ceux qui ont appelé à son assassinat, ceux qui ont encouragé son assassinat, sont aujourd'hui au pouvoir en Israël. Et pas dans des ministères qui sont anodins. L'un qui était le plus virulent, Ben Gvir, est le ministre de la Sécurité nationale, en charge de la police, pour quelqu'un qui a été jugé 26 fois, condamné 26 fois aussi pour des actes terroristes. Et le deuxième ? Et le deuxième, c'est le ministre des Finances, Smotrich, Bezalel Smotrich, qui on est en train de voter le budget en Israël comme en France, et on s'aperçoit que M. Smotrich est en train de dépenser un État qui est déjà dépourvu. Cette guerre du 7 octobre a coûté plus de 100 millions de dollars par jour aux contribuables israéliens, et c'est pas tout. Il est en train de dépenser des sommes énormes pour encourager, encore une fois, la colonisation et les colonies, ce qui va, encore une fois, prouver que ceux qui ont voulu tuer Rabin sont au pouvoir et sont arrivés à détourner le cours de l'histoire. Celui qui a tué Yitzhak Rabin il y a 30 ans, Yigal Amir, il avait 25 ans à l'époque, et vous venez de nous dire, d'une certaine manière, il a gagné. Parce que ce sont ses descendants politiques, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, qui sont en partie au pouvoir aujourd'hui dans ce gouvernement Netanyahou. C'est votre avis aussi ?
Alors, sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec Ofer Bronstein. Alors, peut-être avec une nuance pour la beauté du débat. D'abord, lorsque Rabin est assassiné, Oslo II, donc la deuxième phase du processus Oslo, vient de commencer, ça ne se passe pas bien. Et pendant de longues semaines, on se demande si véritablement on va pouvoir continuer à avancer. Pourquoi? Parce que là, on entre dans le dur. Hein. Oslo 1 a correspondu, je ne dis pas que c'était facile, mais ça a correspondu tout de même à des éléments qui étaient, allez, on va dire, les moins difficiles. Là, on abordait les questions les plus fondamentales. Ofer vient d'évoquer les implantations, il y avait les frontières, la sécurité, les réfugiés, Jérusalem, etc. Rien ne dit, on ne refait pas l'histoire, mais rien ne dit que sans l'assassinat de Rabin, le processus d'Oslo serait arrivé à son terme. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Et le deuxième point, c'est que Shimon Peres, qui arrive au pouvoir, donc par intérim en quelque sorte, hein, qui était le vice-premier ministre, fait l'erreur absolument hallucinante sur le plan politique, de ne pas convoquer immédiatement des élections législatives. Et là, toutes les enquêtes d'opinion disaient à l'époque que le Parti travailliste l'emporterait. Par conséquent, Pérez, de ce point de vue-là, il ne s'agit pas de lui jeter la pierre, mais de ce point de vue-là, a fait une erreur très grave qui, du coup, a, alors là, vraiment plombé le processus de paix. Et il a attendu le mois de mai pour, et de nombreux attentats, notamment du Hamas, déjà à l'époque, hein, qui a tué des attentats qui ont fait des centaines de victimes déjà chez des civils israéliens, pour que l'opinion israélienne, du coup, se retourne en quelque sorte, oublie, entre guillemets, en tout cas, efface dans une certaine mesure le trauma de l'assassinat de Rabin et se disent, mais décidément, avec Peres, la sécurité ne sera pas assurée et donc nous allons voter plutôt le Likoud. Et je rappelle que fin mai 96, donc quelques mois seulement après l'assassinat de Rabin, Benjamin Netanyahou, jeune à l'époque, hein, le 28 mai, l'emporte à quelques milliers de voix près face à Shimon Peres. Pour un premier mandat en tant que Premier ministre israélien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, d'une part à ce qui vient d'être dit, et peut-être au documentaire que nous avons vu à l'instant sur ce qu'était le contexte à l'époque, et notamment ce fameux novembre 1995 ? Revoir ce documentaire aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, est totalement poignant. Et poignant parce que on se rend compte que tout était écrit en fait. Tout ce qu'on vient de vivre ces dernières années, tout ce cauchemar, ces horreurs, étaient écrites. Parce que ce documentaire parle de ces 2 hommes qui ont fait dérailler l'histoire. D'abord Baruch Goldstein, qui a commis ce massacre. Un 22 février, je crois, jour de Pourim. Au caveau des patriarches à Hébron. 29 morts. Et Yigal Amir. 29 Palestiniens assassinés. 29 Palestiniens assassinés. Ouais. Et Yigal Amir qui a tué Yitzhak Rabin. Ouais. Et à l'époque, ces 2 hommes, et ça on le voit bien dans le doc, ces 2 hommes ont été présentés comme des illuminés isolés. On le voit bien, à l'époque c'est ce qu'on dit. Ce sont des illuminés isolés, On écarte très vite la thèse d'un éventuel complot, par exemple, hein, oui, pour illustrer ce que vous venez de dire. Mais même au-delà du complot, en fait, ils n'étaient pas isolés. Ils représentaient une partie de la population israélienne qui, à l'époque, était minoritaire, qui n'était pas dont on parlait assez peu, finalement, et qui n'a cessé de grossir, et qu'on n'a pas essayé, en tout cas ceux qui auraient pu, les laïcs, les progressistes, auraient pu essayer de contenir à l'époque en voyant arriver le danger qui montait, et notamment je pense aussi à ce danger de la colonisation qui a gangréné la société israélienne, et on voit bien où on en est aujourd'hui. C'est ça qui a conduit à la situation d'aujourd'hui, et en fait tout était écrit à cette époque-là et on ne l'a pas vu, ni les Israéliens, ni les Occidentaux, ni tous ceux qui essayaient de participer à la paix entre Israéliens et Palestiniens. On a alors peut-être offert, ça serait intéressant de voir comment, à l'époque, on n'a pas perçu le danger que représentaient tous les amis de Yigal Amir, de Baruch Goldstein, et en fait, ils étaient nombreux, ils n'ont cessé de grossir depuis. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je crois qu'on l'a perçu. On a vu le danger. D'ailleurs, la soirée du 4 novembre, elle vient parce que, vous savez, Kennedy a dit une fois, on lui a demandé quelle est la qualité la plus importante d'un homme d'État, et il a dit c'est le courage. Rabin est à la fin de ses jours, enfin à la fin de sa carrière politique, il a déjà plus de 70 ans, et il comprend très bien que le pas qu'il va faire vers les Palestiniens, vers le monde arabe, ça va être un pas qui va être contesté. Il était tout à fait au courant qu'une partie du public n'allait pas avec lui. Et d'ailleurs, quand on lui a proposé de faire cette grande manifestation du 4 novembre, Zvili était le secrétaire général du Parti travailliste, moi je dirigeais une organisation pour la paix, on était parmi les organisateurs, il avait très peur, il ne voulait pas. Il était persuadé que personne ne viendra, qu'il sera désavoué. Et c'est pour ça que c'était une des plus belles, c'est le paradoxe, c'était une des plus belles soirées de sa vie. Oui.
une des seules fois où il a chanté en public, parce que c'était un homme très réservé, très timide. Et elle se termine par cette tragédie. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même 200 000 personnes qui sont venues pour dire le slogan de cette soirée était « Oui à la paix, non à la violence ». Donc on était déjà conscient du fait qu'il y avait un problème dans la société israélienne. Quelle est la part de responsabilité, parce qu'on l'a vu aussi dans ce documentaire, de Benjamin Netanyahou à l'époque, Ariel Sharon, qui allait lui aussi devenir Premier ministre israélien un peu plus tard. Ils ont une part de responsabilité dans ces événements en novembre de 1995. Écrasante. Benjamin Netanyahou, certainement, je n'oublierai pas la manifestation à Kikar Tzion, où Benjamin Netanyahou est sur l'estrade, avec des photos de Yitzhak Rabin en uniforme SS, avec des gens qui portent son cercueil, avec des appels à la mort en face de lui. Et lui reste sur la scène et continue à dire que Rabin a tort, que c'est une trahison, etc., etc. Donc il a une responsabilité indirecte exceptionnellement importante. Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui il dirige un gouvernement où il a accepté, alors qu'il a dit qu'il ne le ferait jamais, que les gens qui ont appelé à l'assassinat de Rabin y soient. Alexandra parle de Goldstein. Le ministre de la Sécurité intérieure aujourd'hui, avant qu'il soit élu ministre, avait le poster de Baruch Goldstein chez lui à la maison. Les attentats dont Frédéric parle, terribles, du Hamas déjà à l'époque, viennent après l'assassinat, l'attentat de Baruch Goldstein. C'est comme ça que le cercle infernal. Mais moi je vais vous dire, nous on a failli. Le camp de la paix a failli. Moi je respecte les colons parce qu'ils se sont battus pour ceux qui croient. Oui. Alors que nous on a fait des manifestations, on était nombreux avec des bougies et des chants de paix. On n'a pas été assez sérieux dans notre combat pour la paix. J'espère qu'on va le devenir, mais moi j'ai peur qu'il y ait une guerre civile en Israël prochainement. Quand on regarde ce qu'ont pu être les conséquences de cet assassinat, évidemment on considère que ça a freiné le processus de paix, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi que ça a élargi considérablement la fracture sociale en Israël, entre les laïcs et les religieux, d'une part, et puis aussi un constat froid. La gauche israélienne, si on met de côté la période Ehud Barak, ne reviendra plus jamais au pouvoir en Israël. Alors, fracture sociale ou fracture sociopolitique, oui, c'est vrai. Elle existait déjà auparavant. D'ailleurs, je rappelle qu'en 1983, dans une manifestation, Émile Grunschweig, un manifestant pacifiste, est déjà abattu par une grenade lancée par un militant nationaliste. Donc Rabin n'est pas le premier en quelque sorte. Mais enfin, c'est une société très mosaïque, c'est le moins qu'on puisse dire, confrontée à un contexte de guerre, en tout cas un contexte géopolitique très dur depuis sa création. Donc par définition, oui, les tensions sont permanentes. Elles se sont effectivement, malheureusement, accrues. Et je pense que l'assassinat de Rabin, d'ailleurs, a été à la fois cause et conséquence de l'accroissement de ces tensions extrêmement graves, notamment effectivement d'une grande partie du camp ou d'un camp nationaliste. Alors, laïcs religieux, oui, dans une certaine mesure, parce qu'attention, vous avez deux types de religieux, je le fais très court, hein, mais Ofer l'a bien rappelé tout à l'heure, vous avez les Haredim, les ultra-orthodoxes, les hommes en noir, ils ne sont pas nationalistes, ce sont des gens qui ont manifesté, là encore très très récemment, contre le service militaire, auquel maintenant ils sont enfin soumis, voilà. Donc, ce sont des gens qui participent de manière opportuniste à des gouvernements nationalistes, mais ils ne sont pas réellement nationalistes, et quand ils vivent dans des implantations, c'est parce que c'est moins cher et qu'il y a de la place. Bon. En revanche, vous avez effectivement un noyau de plus en plus important au sein de la société israélienne, de nationalistes religieux, Mizrahim si vous préférez en hébreu, et là, oui, en leur sein, il y a eu effectivement une évolution vers un ultranationalisme absolument évidente. Je dis évolution simplement parce que je rappelle que dans les années 50, 60, 70, ces gens-là font partie des coalitions travaillistes de gauche. Pourtant, ce sont déjà des sionistes nationalistes. Et à partir des années 70-80, ils ne feront plus jamais partie de coalitions de gauche et seront systématiquement à droite. Et là, effectivement, en leur sein, il y a une forme de radicalisation. Tout à l'heure, Alexandra et Ofer parlaient de Ben Gvir, qui est actuellement ministre. C'est à l'origine non seulement un nationaliste, mais c'est un voyou. C'est quelqu'un qui est extraordinairement violent. C'est quelqu'un qui a suivi un rabbin qui était qualifié à juste titre d'ailleurs de raciste, le fameux rabbin Kahana, qui était abattu en 90 à New York, mais et qui prenait littéralement l'expulsion, voire la mort des Palestiniens. Eh bien aujourd'hui, il est ministre. Et de ce point de vue-là, on peut effectivement stigmatiser l'actuel Premier ministre pour avoir accepté de bâtir une coalition avec cette extrême droite-là, alors que mathématiquement,
après la victoire liée au scrutin du 1er novembre 2022, il avait la possibilité de faire une coalition au centre. Sur la disparition, ou presque, de la gauche israélienne, du Parti travailliste, après Ehud Barak, donc on va dire après 2001, ça aussi, ça a été une conséquence de cet assassinat d'Yitzhak Rabin en 1995. Oui, la quasi-disparition. Oui, la gauche a pris à ce moment-là un coup sur la tête terrible, terrible, parce que ces espoirs, tout à coup, se sont effondrés. Je pense que les personnalités aussi d'Ehud Barak, de Shimon Peres, ils sont aussi pour quelque chose. Ce ne sont pas des... je ne sais plus qui a parlé des erreurs de Shimon Peres. Il en a fait, je crois que c'est Frédéric, il en a fait beaucoup. Il en a fait énormément. Il faut se souvenir que Shimon Peres, c'est celui qui a commencé la colonisation. Hein. C'est lui. C'est le premier qui a entamé la colonisation des territoires palestiniens. Colonisation, encore une fois, qui est le nœud du problème, qui est le début enfin, c'est ça qui a gangréné la société israélienne, c'est la colonisation. C'est de là que tout part. Et si vous voulez, je pense que Shimon Peres, qui a accepté aussi de gouverner avec Ariel Sharon, enfin, il a fait beaucoup de compromis, qui étaient beaucoup de compromissions aussi. Et si vous voulez, je pense que la gauche israélienne, à un moment, ne s'y est plus retrouvée, était perdue entre l'assassinat de celui qui devait essayer, c'est vrai qu'on ne saura jamais si la paix aurait pu en effet être effective, mais quand même, Yitzhak Rabin représentait un espoir. Et Shimon Peres n'a pas su reprendre ce flambeau, il a même accumulé les erreurs, et il n'y a pas eu d'homme ou de femme de gauche qui ait réussi à reprendre le flambeau. Et encore une fois, personne n'a essayé de mettre fin à la colonisation, et ça c'est une erreur magistrale. Donc je pense quand même aussi que la qualité du personnel politique en Israël, on a bien vu que malheureusement, maintenant ça s'est étendu à l'ensemble du monde, Israël n'est pas seul en cause, mais la qualité du personnel politique n'a cessé de se dégrader depuis cette époque. Et là, on ne voit pas bien. Et ce qui a permis à un homme comme Benjamin Netanyahou, qui porte en effet une responsabilité écrasante dans la mort d'Yitzhak Rabin, ça c'est le petit défaut de ce doc, c'est qu'il ne le montre pas assez à mon avis. C'est ce qui a permis à Benjamin Netanyahou, qui est vraiment un homme terrible, mais extrêmement malin, de s'engouffrer dans ce vide politique laissé par la gauche israélienne. Sur 3 périodes différentes, Benjamin Netanyahou, on va le rappeler, a exercé le pouvoir en tant que Premier ministre pendant 18 ans, sur 3 périodes différentes. Oui, vous voulez rajouter quelque chose absolument, là une nuance aussi, une nuance, mais chronologique et très factuelle d'ailleurs, qui fait écho finalement à la date à laquelle a été confectionné le film qu'on vient de voir, c'est-à-dire 10 ans après 95, c'est-à-dire 2005, fin 2005. Qu'est-ce qui se passe fin 2005 ? C'est le retrait intégral de la bande de Gaza, civile et militaire, 20 implantations, plus d'ailleurs 4 autres en Cisjordanie, on les oublie toujours. Bien sûr, alors attention, nuance à ma nuance, il ne s'agissait pas d'un processus de paix. Simplement, on ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé. Et celui qui l'a fait par Ariel Sharon. Et Ariel Sharon, c'était pas considéré comme une colombe, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un faucon, oui. Oui, c'est un vrai faucon. Et j'ajoute d'un mot, même si ça paraît a posteriori plus facile, mais tout est toujours plus facile a posteriori. Mais ça fait aussi écho à un premier retrait de 8 colonies de peuplement par un autre Premier ministre nationaliste, je ne parle pas de Premier ministre de gauche, à savoir Menachem Begin en 1982 dans le Sinaï, pour prix de la paix avec l'Égypte. Donc ça veut dire que, je rejoins ce qui a été dit avec quand même une nuance, il y a un retrait total de la bande de Gaza, même si ça se fait hors processus de paix malheureusement. Moi je pense qu'Ariel Sharon ne le faisait pas dans l'optique de la paix. Moi je ne sais pas si vous êtes capable de sonder les cœurs et les reins. Moi, je considère que le retrait intégral par un Premier ministre, notamment, et en l'occurrence nationaliste israélien, de la bande de Gaza, pardon, c'était plutôt positif. Maintenant, on peut me dire, oui, mais il avait des arrière-pensées. Je constate que les Palestiniens, à ce moment-là, auraient pu, l'autorité palestinienne, aurait pu commencer à prendre son destin en main. Et malheureusement, je l'ajoute d'un mot, 2 ans plus tard, qui prend le pouvoir par un putsch extrêmement violent dans la bande de Gaza ? C'est le Hamas.
Moi, je veux rebondir sur au détriment du Fatah, hein, parce qu'effectivement, il y a eu cette rivalité intra-palestinienne et le Hamas a pris le dessus sur le Fatah, les laïcs du Fatah dans la bande de Gaza. Oui. Après, je voudrais parler de la fracture dans la société israélienne. Je rebondis sur... Parce qu'on dit... Il nous reste 7 minutes. On dit Sharon n'est plus dans le Likoud à l'époque. D'ailleurs, il crée Kadima avec Shimon Peres et avec Tzipi Livni. Donc, il est censé être beaucoup plus modéré. La grande erreur voulue par Sharon, à mon avis, parce que tu parlais du rôle de l'autorité palestinienne, c'est qu'il ne voulait pas qu'il y ait un rôle. Il le fait d'une façon unilatérale. Au lieu de faire venir Mahmoud Abbas à la frontière entre Israël et Gaza, se serrer la main, lui donner les clés de Gaza et l'aider à prendre le contrôle, il ne le fait pas. Parce que la volonté de la droite israélienne à ce jour est de montrer qu'il n'y a pas de partenaire palestinien. Il y a le Hamas, qui a l'autorité palestinienne, ils ne sont pas mis d'accord, et donc on ne peut pas leur parler. Ça nous a explosé dans le visage le 7 octobre. Mais sur la fracture de la société israélienne, Yitzhak Rabin avait compris, et c'est le premier ministre israélien qui a fait venir l'extrême gauche, ce qu'on appelle l'extrême gauche, Meretz, les partis travaillistes, et chasse les orthodoxes religieux. La seule fois dans l'histoire d'Israël où pendant 2 ans, le budget de l'éducation nationale était plus important que le budget de la défense, a été ces années-là. Et je veux encore la dernière chose. On parle des accords d'Abraham. Bien avant les accords d'Abraham, Yitzhak Rabin avait planté déjà les plantes de la réconciliation avec le monde arabe. Après les accords d'Oslo, il y a des accords de paix avec la Jordanie qui sont très importants. Le 13 septembre, j'étais avec lui. Le 14 septembre 1993, quand on quitte Washington, on ne rentre pas en Israël, on atterrit à Rabat. On est reçu par le roi Hassan II du Maroc. Ensuite, il y a des relations diplomatiques avec la Mauritanie. Il y a des bureaux d'intérêt en Tunisie, il y a des bureaux d'intérêt au Qatar, il y a des bureaux d'intérêt dans les Émirats. Donc les accords d'Abraham, c'est une copie pas aussi bonne que ceux que déjà Rabin avait plantés il y a 30 ans. Et c'est dommage qu'on n'a pas suivi. Et c'est tout à fait juste, et ça rebondit sur ce moment du doc très fort, où on voit à l'enterrement d'Yitzhak Rabin tous ces leaders arabes qui étaient là. Et je crois que c'est Elie Barnavi dans le film qui dit en fait, c'est la première fois où il y avait des leaders arabes en Israël, et on n'a pas su saisir ce moment-là. Et ça aussi, c'est encore un moment poignant, parce qu'on se dit, mais il y a eu là une opportunité et on ne l'a pas saisie. Alors, vous savez qui m'accompagne au funérailles de Rabin. Moi, j'étais accompagné, parce qu'il ne pouvait pas venir, par le ministre des Affaires étrangères palestinien, par Nabil Shahat. Donc, c'est pas... Voilà. Il n'y a pas si longtemps, dans le magazine Marianne, vous avez déclaré, s'il y avait eu un État palestinien, le 7 octobre n'aurait pas eu lieu. Vous faites bien évidemment référence au 7 octobre 2023, ce massacre orchestré par le Hamas. Moi, j'ai envie de vous demander, s'il n'y avait pas eu l'assassinat d'Yitzhak Rabin, y aurait-il eu un État palestinien? Je réponds oui aux deux. Si Rabin n'avait pas été assassiné, bon, Frédéric, il dit, je ne sais pas exactement où ça allait, mais théoriquement, selon la voie qu'il a voulu prendre. On peut critiquer les accords d'Oslo, mais en 5 ans, après les accords d'Oslo, en 1998, il devait avoir un État palestinien. On savait tous que c'était la route à prendre. Moi, je suis persuadé que s'il y avait une autorité palestinienne, une autorité, avec les moyens d'une autorité, à Gaza et en Cisjordanie avant le 7 octobre, il n'y aurait pas eu le 7 octobre parce qu'ils auraient été responsables. Regardez ce qui se passe en Cisjordanie avec le vieux Mahmoud Abbas, corrompu, ce qu'on veut de lui, mais il y a moins de manifestations à Ramallah qu'il n'y en a à Paris, à Londres ou à Berlin. Pas parce qu'il aime les Israéliens, mais parce qu'il sait que ce n'est pas dans son intérêt d'être violent avec Israël. Il faut que l'État palestinien naisse. Pour que Israël se sente en sécurité, il faut que le monde arabe, et ça a été le cas avec Rabin, reconnaisse l'État d'Israël pour garantir la sécurité d'Israël. Est-ce qu'on ne les a pas un peu idéalisés, ces accords d'Oslo? Il n'a jamais été question de créer un État palestinien dans ces accords d'Oslo. Bravo à vous, parce qu'à la lettre, vous avez parfaitement raison. Le terme d'État n'existe pas. Mais là où je rejoins Ofer, c'est que c'était dans l'esprit. Ni en hébreu, ni en arabe. Ni en swahili, ni en français, ni en arabe. Voilà. Ni en... Donc c'est vrai. Mais l'esprit, c'était ça. Et là où je rejoins Ofer, c'est qu'à terme, à mon sens, la seule perspective crédible, effectivement, c'est celle
encore aujourd'hui des deux États, dont un État palestinien démilitarisé. Je n'invente rien, Emmanuel Macron l'a dit encore récemment à l'ONU lorsqu'il a reconnu l'État de Palestine, c'est dans le plan Trump, mais aujourd'hui, absolument, mais en fait, en réalité, l'essentiel des États arabes, à commencer bien sûr par les États voisins, je pense à la Jordanie et à l'Égypte, ne veulent pas d'une armée palestinienne, mais une véritable autorité. Là, j'en suis tout à fait convaincu, et à l'époque, moi qui faisais ma thèse de doctorat consacrée à Jérusalem, donc j'étais très souvent sur place, c'était quelque chose... Et vous étiez sur place en novembre 1995. Absolument. Et c'était quelque chose dont je me disais que qu'on ne pouvait pas y échapper, parce que nous avons affaire à deux consciences nationales, et j'apprenais à l'époque les deux langues, deux consciences nationales, c'est-à-dire deux États, et j'ajoute qu'en droit international, l'État d'Israël est évidemment reconnu depuis, j'allais dire 47-48, mais au fond, l'autorité palestinienne aussi, et de cette autorité palestinienne-là, doit un jour déboucher un véritable État démilitarisé. Alors il nous reste 1 minute, je vais vous la laisser. Autorité palestinienne. Cette solution à deux États, on en est toujours là aujourd'hui, en réalité. Oui, bien sûr. Même si physiquement on se dit, mais comment peut-on faire? Comment peut-on y arriver? Sauf que tout a été fait par les dirigeants israéliens, et notamment par Benjamin Netanyahou, pour affaiblir l'autorité palestinienne, c'est ce qui a été dit par Ofer, et pour faire monter le Hamas, pour justement affaiblir l'autorité palestinienne. Et ça encore, c'est un des grands drames de ces dernières années. Donc en effet, renforcer l'autorité palestinienne, faire partir le vieux Mahmoud Abbas, qui maintenant est arrivé au bout, qui est décrédibilisé au sein de sa population, c'est impératif. Il faut qu'un homme ou une femme arrive à reprendre les rênes de cette autorité palestinienne, qui soit crédible, qui soit aidé par à la fois ça c'est en ça où je critique beaucoup Emmanuel Macron sur la scène intérieure, mais pour le coup sur la reconnaissance de l'État palestinien, je pense que ça a été une super initiative. Il faut impérativement que les États arabes de la région, les Européens, puis je ne parle pas des États-Unis puisque maintenant on peut arrivent à revitaliser cette autorité palestinienne. Mais voilà, pour l'instant, on en est encore loin. Tant que Benjamin Netanyahou et ses amis, les fous furieux Ben Gvir et Smotrich seront là, il ne pourra rien se passer de bon dans la région et pour les Palestiniens au premier chef. Ça sera malheureusement le mot de la fin, parce qu'on aurait vraiment souhaité parler du courage politique et de la détermination. Et c'est ce qu'avait Yitzhak Rabin. Il manque que les Américains mettent temps pour reconnaître l'État de Palestine, ensuite il y aura les Israéliens. Du courage et de la détermination. Voilà. Et lui, il en avait. Merci encore vraiment à tous les trois d'avoir participé à cet échange. Après ce documentaire, 30 ans après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, vos réactions, ça sera sur #Débat-Dog, bien entendu. Merci à Félicité Gavalda, Thibaut Brosset-Ekel, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Débat-Dog, tout simplement à la même place, à la même heure, et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.